Donc voilà, ce soir, nous avons réussi à réunir depuis plusieurs heures des gens qui jouent au football, des petits, des anciens, glorieux, des gens de la culture, de la politique, des éducateurs, et nous avons passionnément réussi autour de quelque chose qui s'appelle Orfeo Baggio. Orfeo Baggio, mise en scène par Alain Besset du Choc Théâtre, écrit par moi-même, Mario Morisi. Donc si je découpe les choses, il y a Orfeo et Baggio. Orfeo, c'est le mythe d'Orphée. Donc c'est une très très vieille histoire, une très très vieille légende qui fait partie de la mythologie gréco-latine, mais qu'on retrouve partout dans le monde. C'est le mythe de quelqu'un qui a perdu son aimé, qui a perdu son amour, et qui, avec son talent et son courage, descend aux enfers pour aller la rechercher. Orphée aimait passionnément Eurydice, et en jouant de la lyre et en séduisant tous les obstacles, en les passant, il va la retrouver et la voir une dernière fois. L'histoire se termine tristement puisqu'il ne doit pas se retourner et il se retourne et il la perd pour toujours. C'est un peu l'image de l'homme qui ne peut pas lutter contre la mort et contre le temps. Baggio parce que Roberto Baggio est inscrit dans mon histoire. Je m'appelle Mario Morisi, fils d'Italien, et le premier raconteur d'histoire, le premier professeur, le premier signe de culture que j'ai eu dans ma vie, c'est Giovanni Morisi, mon père, qui est mort il y a 1 an et demi, et qui me racontait les histoires de football du passé avec une telle verve, une telle passion, comme il n'y avait pas de télévision ni de radio, à peu de choses près, que des gens comme Ferenc Puskás, comme Zamora, comme Planitka, qui étaient tchécoslovaques, hongrois, sont devenus des héros de la mythologie. L'Iliade et l'Odyssée, pour moi, c'était tous ces joueurs que je n'avais pas vus, que mon papa racontait. Il me parlait du Wunderteam, c'était une fantastique équipe autrichienne. Puis il me parlait de la grande équipe de Hongrie. Puis il me parlait de cette année 38 en Italie où tous les réfugiés italiens, tous les exilés italiens, soit par la misère, soit par la politique, qui détestaient pour la plupart Mussolini, ont été applaudir l'équipe d'Italie à Colombes, en France, et qu'ils se faisaient siffler, insulter. Ils étaient en train de supporter une équipe qui faisait le salut fasciste. Donc pour moi, politique, football, histoire, géographie, parce que j'ai appris la plupart des capitales, et j'étais très bon en géographie grâce au football, parce que quand on connaît le Pénarol de Montevideo, on connaît la capitale de l'Uruguay, puis on connaît le Raja Casablanca, et puis on apprend un petit peu toute l'histoire du monde, sa géographie, de façon très populaire. C'est peut-être pour ça que Orfeo Baggio, mythologie, histoire, politique, passion, jeu, tout ça c'est inclus dans le... Alors, il y a tellement de grands joueurs, quoi, que petit, c'est les numéros 10 qui me plaisaient comme beaucoup d'autres. Le numéro 10, hormis le gardien, c'est le numéro parfait, ça remplit bien le dos. Il y a un qui est le premier, le zéro qui est le néant. Et évidemment, bah, mon premier héros, c'était un fils d'Italien, comme je pense pour les petits Marseillais et pour beaucoup de Nord-Africains. Zinedine Zidane, c'est le héros, celui qui a réussi à concrétiser tous les rêves. Alors le premier, c'était Roger Piantoni. Alors il y avait Kopaszewski, il y avait Piantoni, donc d'origine italienne, et puis il y avait Fontaine, quelqu'un qui était né de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, et bien d'autres, des Remetters, enfin tous les noms de toute la France, il y a aussi la géographie de la France qu'on apprenait comme ça. C'était mon premier héros, un numéro 10, blessé au genou, trop tôt. Et ensuite, il y avait mon second héros, c'était Rivera. Alors Rivera, c'était 10 ans plus tard. J'admirais son élégance, encore un Italien, encore un numéro 10. Puis il y a eu Platini, alors c'était parfait parce que c'était encore le mélange de la France et de l'Italie. Et puis en 88, alors que j'avais déjà assez âgé, je jouais plus au football depuis longtemps, j'ai découvert ce petit prince, ce petit phénomène qui s'appelle Roberto Baggio, qui est sans conteste l'un des 20, 30, 40 plus grands joueurs de tous les temps, et que j'ai admiré pour des choses comme ça, quoi. Traverser tout le terrain en patinant, hein, avec une élégance, en souplant. Lorsqu'on a joué au football et qu'on voit avec quelle facilité, avec quelle élégance, on pense que c'est plus de la danse que du football. Et pourtant, il faut faire les 50 mètres au sprint. Et c'est vrai que, voilà, un petit 1-2, et puis voilà, on se promène. C'est du patin à glace, quoi. Et c'est l'une des raisons pour ce mélange d'élégance et ça, c'était en Coupe du Monde lorsqu'il avait 22 ans, bah, a fait pour moi de ce type une concrétisation de l'efficacité, de l'élégance, de la beauté, de l'Italie, du je sais pas quoi et tout. Et voilà le pourquoi de Orfeo Baggio, la culture, l'art, la beauté, le jeu, la joie, l'enfance. Donc c'est l'une des premières raisons. Alors là je continue. Voilà. Hein, donc je continue de te faire après.
Bon, là, c'est pas très important, je me laisse aller complètement, je m'en fous du truc. Par exemple, là, la façon dont, parti de l'autre côté, on arrive à faire quelque chose comme ça, c'est quand on était footballeur, mais ça, c'est ça que je. Voilà. Hop, le ballon, on dirait que c'est une espèce de petit truc de jeu vidéo, ça, tout paraît extrêmement simple, quoi. Et j'avoue que ces trajectoires incroyables que tous les grands joueurs qu'on connaît ont su faire, là, c'est contre le Milan AC. Une façon de le laisser sur place en bougeant presque pas comme si c'était un jeu. Je trouve ça fabuleux. Bon, la deuxième, la deuxième, je fais un break, hein. Bon, là, c'est lorsque Roberto jouait à Florence. Il joue contre Maradona et contre le Naples il avait donc 29 ans. Et là, c'est sans doute des buts que seuls des gens comme Maradona, comme Pelé ont pu marquer. Là, on traverse tout le terrain et puis c'est pareil, on tient du patinage artistique, tous les obstacles s'en vont et puis on arrive à changer un cours de pied pour le mettre. Et ça, je trouve que le rêve de tous les enfants, dans leur couloir, c'est de se retrouver en train de prendre le ballon depuis chez soi et puis de ridiculiser tout le monde comme si c'était un jeu. Voilà, et on se permet même de dribbler un dernier adversaire qui n'existe pas, quoi. Et évidemment, c'était une époque où le football était peut-être moins organisé, moins quadrillé, mais cette joie de jouer qu'on a tous eu dans les cours, sans les centres de formation, ces espèces de ciseaux retournés, tout comme ça, bah, c'est vraiment la joie du football, quoi. Et voilà. Et donc, si je prends cette période-là, c'est la deuxième chose qui touche à Orfeo Baggio. C'est que il a été nommé par l'Académie de Florence monument de la ville de Florence, au même titre que le Persée de Benvenuto Cellini et que le Campanile de Giotto. Ça veut dire qu'il y a des gens très sérieux, des vieux experts, des vieux érudits qui sont réunis pour transformer un gamin qui joue au ballon en monument de la culture. Et ça, quand même, c'est assez rare, à tel point que lorsqu'il a dû partir de force à la Juventus de Turin, qui est le contraire, Florence c'est l'art, et la Juventus c'est l'industrie, quoi. C'est le pouvoir, l'argent et tout. Et il y a eu des meutes de 5 jours. C'est-à-dire que la population de Florence a fait la révolution, il y a eu 150 arrestations et je sais pas quoi. Et je peux essayer de trouver les images. Faut vraiment, quand je disais tout à l'heure que la politique et le football, l'art, les légendes font partie des choses, c'est que, imaginez-vous quand même 3 jours d'émeute parce qu'un joueur est vendu à une autre équipe. Et ça fait partie de la légende Baggio. C'est-à-dire qu'il a toujours déclenché des amours infinis et des haines terribles, en particulier auprès des puissants. Et je trouve que ça fait encore partie des choses qui me l'ont fait choisir pour cette pièce. Quoi dire encore? Je dirais tout simplement que, regardez par exemple, c'est tellement facile de passer au milieu de 5 adversaires comme si c'était rien, ou bien de... Enfin, je veux dire, franchement, on dirait plutôt un jeu vidéo qu'autre chose, quoi. Et voilà, et à droite et à gauche, et ça rentre de tous les côtés, je veux dire, c'est écœurant, quoi. Et voilà, ça fait partie de ces gens qui sortent de l'ordinaire, qui sont des artistes, qui, avec leur corps, inventent des choses. Regardez, on ne sait pas si les pieds pensent tout seuls. Enfin, c'est infernal, quoi, voilà. C'est tout ce que je peux dire. Alors, ce que je peux dire de plus encore, c'est que pourquoi avoir choisi Bach? J'aurais pu faire Orfeo, écrire Orfeo Puskás ou Orfeo Platini ou Orfeo... Ben, pas tout à fait, parce que ce type qui est parmi les 20-30 plus grands joueurs de tous les temps euh, est complètement paradoxal. Il est bouddhiste, chez le pape. Il est chasseur, un bouddhiste c'est pas chasseur. Il passe son temps à faire du tracteur avec ses vieux potes de 78 ans dans les restaurants et puis disparaît dès qu'il peut. On le voit jamais à la télévision, on le voit jamais sur les yachts, on le voit jamais dans les soirées. Et pour avoir visité son village et l'avoir rencontré, on a été enlevé par toute la population de son village qui est dans cette salle. Les gens de Caldogne, je vous salue. Et c'est vraiment un personnage hors norme qui habite dans son village, au même endroit, toute sa famille autour de lui, près de ses copains. Il n'a pas de piscine, de trucs, c'est une maison normale. Et ce mélange de génie, de simplicité, de joie, d'enfance et tout, en fait un personnage pas croyable, qui était vraiment très très utilisable pour une fiction.
puisque, puisqu'il est lui-même incroyable. Donc la fiction d'un homme incroyable, ça se prêtait euh, à notre travail, quoi. Ah voilà, c'est sûr, ouais, excuse-moi. Ah, parce que là, il y a le ballon d'or, ce qui est quand même, pour ceux qui se rappellent plus qu'important, il y a surtout un but phénoménal, quoi. Alors, attends, là, il y a la Coupe d'Or. Bon, t'es prêt? Donc voilà, donc là c'est l'époque où il jouait à la Juve, et il y a 10 ans à peu près. Et c'est le match contre la finale contre Borussia Dortmund. Et donc, victoire dans la Coupe de l'UEFA, ce grand joueur, contrairement à Cruyff, à Pelé, à Maradona, qui ont gagné des Coupes du Monde, a finalement gagné peu de choses. Et ça, c'est un paradoxe. Il a toujours été avec la Juve quand il fallait Milan, avec Milan quand il fallait être avec la Juve. Mais il a quand même obtenu des titres, puisque c'est le troisième joueur italien qui a eu le Ballon d'Or. On voit ici la remise les autorités de l'équipe et puis par le Bearzot, l'ancien entraîneur, donc Paris 25 juin 1994. Et voilà, regardez, pardon. On dit que Maradona a marqué des buts exceptionnels, certes, mais ceux qui sont français ne voient peut-être pas. Vous allez voir un petit peu ce que ce type a fait une vingtaine de fois dans sa carrière. Regardez, je vous laisse regarder. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui sort complètement de l'ordinaire. Et là, on le voit en pleine période de gloire, du droit, du gauche, de l'extérieur, de l'intérieur. Enfin, c'est voilà, c'était tellement facile de jouer au football. Mais maintenant, ce qu'il y a de plus beau, c'est qu'il a décidé de jeter ses managers. Il a, depuis exactement 11 ans, il a défendu tout seul ses intérêts en face de la Fiat et d'Agnelli. Il a pris un ami qui n'est même pas enregistré. Je vous laisse encore regarder ce but-là. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on fait ça? Ben, on fait ça, par exemple. Regardez, vous voyez, c'est pas tellement difficile de jouer au football, quoi. Et donc, il a décidé de défendre ses intérêts. Il s'est mis à dos tous les agents et tous les pouvoirs de l'argent en Italie. Et il a fini par se retrouver à Brescia. Et Brescia, c'est une petite ville, c'est une ville qui a l'importance de Saint-Étienne, mais qui n'a pas le prestige de Saint-Étienne en football. C'est une équipe qui n'était jamais restée plus de 2 ans en première division. Il y est depuis 4 ans. Il joue avec une bande de jeunes gens qui sont fous de joie de jouer avec lui. Et il marque but sur but. Et c'est encore en ce moment le 5e joueur italien à la moyenne. Et il n'est pas chez Nike, il n'est pas chez Adidas. Il est chez Diadora. Diadora, c'est un petit fabricant de la région de Venise où il habite. Un artisan qui faisait des chaussures de luxe et qui s'est mis à faire des chaussures de football dans l'après-guerre. Et je trouve que cette espèce de différence et d'amour du ballon qui fait, après avoir été le meilleur joueur du monde, jouer dans un petit bled alors qu'on a les genoux fracassés et qu'on est fatigué, qu'on a mal partout, cet amour du ballon poussé loin des réflecteurs de la Ligue des Champions à 37 ans me le rend encore plus sympathique. Alors bien sûr, euh, on se rappelle de Roberto Baggio parce qu'il a loupé un pénalty devant 3 milliards de téléspectateurs. Alors vous voyez, ça c'était ce match-là. Il était blessé. Et voilà, c'est des tirs, c'est du football. Et puis, voilà. Et voilà le drame. Il n'a jamais tiré un pénalty au-dessus de sa vie et son rêve s'est fracassé ce jour-là. Il a toujours rêvé qu'il marquait le pénalty décisif contre le Brésil. Et il a marqué 5 buts. Il a qualifié l'Italie, mais ça a été fini. Et je crois que c'était un mélange de talent et d'échec, de douleur et de rêve, de durée et de fragilité, nous amène effectivement au sujet de la pièce. C'est Orphée qui se bat à tout prix pour ramener son amour et le rendre éternel et qui échoue au dernier moment alors que Orphée est un grand joueur de lyre et Roberto Baggio est un grand joueur de ballon. Mais le triomphe, il était prêt de saisir la gloire et le rêve et l'éternité et il a trébuché à la dernière étape et je trouve ça assez extraordinaire, quoi. Je trouve ça une parabole de ce qu'on vit tous dans notre existence à travers un jeu de ballon. Voilà. On fait un break. Je veux qu'on aille vers la fin, c'est les blessures. On revoit bien l'action d'où elle part. Le contrôle, elle a réussi par un seul contrôle, alors que c'était derrière, à faire une entorse du cou au pauvre gardien. Et ça, c'est un truc exceptionnel. Je vais le remettre parce que c'est vraiment trop beau.
Voilà. Alors, on n'a pas vu la passe. Je crois qu'il est mieux filmé à un autre moment, parce que c'est le dribble, le crochet, tout en un seul geste. Ça, c'est... En pensant que le ballon, il vient de 50 mètres derrière. Hein. Ah, on a oublié le corner direct. Tu feras ce que tu veux après. Hein. Alors, quand même, un corner direct, c'est pas... Ça, c'est donc avec Bréchec, ce petit club. Regarde. Au premier poteau. Alors ça, c'est son premier penalty. Toute sa vie a été marquée. Le premier but qu'il a marqué à 16 ans en championnat, c'était donc un penalty. Donc ce fameux penalty loupé, les penalties, il a toujours été marqué par ça. On a le fameux penalty loupé. Alors ça, je fais un break. Ça, c'est important, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que c'est sa première blessure. Donc c'était en 85, et après on voit le professeur Bousquet. Ça, là, je fais la comédie. Donc ça, c'est la blessure qui lui a valu d'être pendant 2 ans sur le flanc à 17 ans, alors qu'il avait été transféré pour 3 milliards, et c'est ce qui lui a valu de connaître Saint-Etienne. Donc ils ont retrouvé le match où il s'est blessé. Donc après, c'est toute une série de trucs sur ses blessures. Donc ça, c'est la dernière partie, et je sais pas quoi, donc que tu mettras où tu veux. Donc ça, c'est une image d'archive incroyable, parce que c'est de 5 mai 1985, et regardez, il tacle, il a 17 ans, il a été vendu 3 milliards, et là, en faisant un faux mouvement, il s'explose le genou complètement, au point que tous les médecins qui l'ont vu à cette époque-là lui ont dit qu'il était perdu pour le football. C'était 2 jours après avoir signé un contrat de 3 milliards de livres qui, à l'époque, pour un joueur aussi jeune, était impossible. Donc, il est arrivé à Florence avec les béquilles, avec le genou complètement explosé, et sans le professeur Bousquet, et sans Gilles Chaban, et sans tous les Stéphanois qui l'ont aidé moralement ou physiquement, il n'aurait jamais pu jouer au football. Alors, il aurait été comme un pianiste à qui on coupe les mains à 17 ans. Et donc là, on le voit, ça paraît être un accident comme beaucoup d'autres. Ça lui a coûté 2 ans de rééducation, de souffrance. Et à cette époque-là, tout le monde pensait qu'il ne jouerait plus jamais au football. Quoi. C'était le seul, peut-être, avec son préparateur et avec Bousquet, à penser qu'on pouvait le sauver. Quoi. Donc voilà comment il n'a pas pu jouer la finale pour monter en deuxième division. Ça, c'est un moment qui l'accompagnait. Voilà, alors là, je suis obligé de revenir en arrière parce que c'est quand même le grand homme. C'est quelqu'un qui l'a remercié devant nous il y a une semaine chez lui. Et là, c'est un moment qui parle de son opération. Et donc, on voit le professeur Bousquet qui explique comment fonctionne un genou. Et c'est cet homme-là qui a permis à Roberto Baggio et à plein d'autres joueurs, d'ailleurs, de pouvoir rejouer au football. Dans ce reportage qui est passé sur la Rail 3, il a un souvenir ému de ce moment-là, et je crois qu'il se rend bien compte que s'il n'y avait pas eu cette opération et cet homme-là, il n'aurait jamais pu nous montrer tous les bateaux, tous les ballons, tous les buts, tous les exploits, et il n'y aurait pas eu d'Orfeo Baggio. Qui, pas sur les détails, qui ont une valeur humaine plus grande parce que ils ont toujours quelque chose à accomplir. Alors là, c'est les calvaires. Il y a 2 ans, il a été blessé 3 fois au genou dans la même année, l'année de la Coupe du Monde. Il a joué 3 Coupes du Monde, la 4e lui était offerte, et il s'est pété 3 fois le genou dans la même année, de sorte qu'il n'a pas pu la finir. Encore, toujours, ce petit rien qui fait qu'il n'a pas pu accomplir tout ce qu'il aurait dû faire, quoi. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il continue de jouer à 37 ans. Et il a passé je pense que sur les 20 ans de professionnalisme,
Il a dû passer 5 ans à faire de la rééducation, de la piscine, de la musculation et je sais pas quoi. Tous les jours, il est obligé de faire 1 heure et demie de musculation de plus que les autres pour pouvoir rester sur le terrain. Il boite, il a mal partout et les médecins pensent que s'il s'arrête de faire du sport ou de la muscu, il va finir comment, dans un fauteuil roulant. Parce qu'il n'y a plus aucun ménisque, plus aucun... Et cette passion déraisonnable et enfantine pour un sport qu'il va devoir abandonner, on revoit le fameux but, regarde. Et c'est cette passion-là qui lui fait... Alors en italien, on dit, c'est des buts d'auteur. Bon là, il a un seul geste, il en a fait 3, quoi. Seulement évidemment, dès que ça marche bien, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il se blesse, il rentre sur le terrain à la mi-temps, il se reblesse à nouveau. Assassinat, et hop, là, encore à nouveau le genou. Donc il a été opéré 6 fois. 6 fois du genou, et il a fallu chaque fois faire des heures et des heures de rééducation. Donc il rentre la semaine d'après et tout, malgré la blessure. Il marque un penalty. La partie continue. Et en se retournant, il se rebousille le genou à nouveau. Alors qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ça donne que, voilà, je reviens derrière parce qu'il a fait ça plus de faire ça que de jouer au football. Le genou qui est bourré de cicatrices de tous les côtés, et des heures à faire ça tout seul, en tirant de la ferraille.